Amis téléspectateurs d'Harmonie TV, bonjour. Nous sommes heureux de vous présenter encore cet entretien. Aujourd'hui, nous sommes à Pékin avec le président Ahmed Gueye. Président, bonjour. Bonjour Ablaye et bonjour à tous les internautes qui nous suivent à partir de Harmonie TV. Merci. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons discuter de jeunesse avec le président Ahmed Gueye. Ahmed Gueye est le président du conseil départemental de la jeunesse de Pékin. On peut le présenter également comme quelqu'un qui s'est toujours battu, en tout cas au niveau local, au niveau départemental et même au niveau africain, pour la jeunesse. Président, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours? Oui, sur le parcours, il faut dire que j'ai débuté comme tout jeune avec les associations de quartier vers les années 2000. Donc j'ai très tôt milité dans le mouvement associatif parce que j'avais toujours envie d'être utile pour ma communauté. Donc après cela, c'est la vie estudiantine. Avant cela, j'ai été membre du foyer socio-éducatif du CEM Fadilou Diop. Par la suite, avec la Fédération départementale des élèves et étudiants de Pékin, j'ai été le vice-président. Et après cela, j'ai intégré des structures au niveau international, avec Afrian, qui est un réseau africain des jeunes sur les questions de population et de développement. Et là, actuellement, je suis le président du conseil départemental de la jeunesse de Pékin, depuis 2017. Depuis 2017, un parcours associatif riche, mais qui se joint également à un parcours professionnel, en tout cas qui mérite d'être présenté comme modèle, président. Effectivement, Ablaye Wade, vous savez, moi j'ai une formation en droit, mais sur le plan professionnel, il faut dire que c'est mon expérience dans le mouvement associatif qui m'a permis en tout cas de suivre une autre direction, celle du moins de la consultance. Aujourd'hui, je suis consultant à partir de l'expérience que j'ai accumulée dans le milieu associatif. D'abord dans le cadre d'un projet régional au niveau africain avec Intra Health International. C'était un projet qui intervenait sur les questions de santé de la mère et de l'enfant. Je rappelle que j'ai fait des études en droit, mais c'était pour la coordination des activités, pour aider un peu les organisations de la société civile à mieux porter le plaidoyer sur les questions de santé de la mère et de l'enfant. C'était pour pratiquement 4 ans. Après cela, j'ai fait une consultance au niveau du bureau régional de l'UNFPA, sur la coordination des activités de jeunesse au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est 23 pays. Et après cela, actuellement, je suis dans un autre domaine avec LIP Transparence International, qui est une organisation qui intervient sur les questions d'électrification rurale. Alors, c'est un projet naissant. Je suis le coordinateur au niveau du Sénégal, à partir d'un secrétariat international qui est basé à Berlin. Merci beaucoup, Président. Riche parcours. Mais, Président, il y a beaucoup de défis qui interpellent les jeunes en Afrique. On le sait, il y a des études qui montrent que 60% des jeunes africains ont moins de 24 ans. Est-ce que ce poids démographique, c'est un frein ou une opportunité, selon vous? Oui, moi je pense que c'est une très grande opportunité pour l'Afrique, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment l'ensemble des présidents de l'Union africaine. Ce sont ces présidents-là qui l'ont dit. Ils ont dit que la plus grande richesse de l'Afrique, ce n'est ni le pétrole, ni le diamant, ni les ressources naturelles, mais c'est la jeunesse de sa population. Mais il y a une sorte d'interrogation qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est-à-dire de voir de quelle jeunesse il s'agit. Donc je pense que c'est une question légitime, d'autant qu'aujourd'hui, on assiste à des situations trop critiques pour la jeunesse africaine. On parle d'émigration clandestine, on parle d'extrémisme violent parce qu'on est dans le Sahel. Et dans d'autres contrées même, ici en Afrique, on voit en tout cas une percée de la violence. Et souvent, c'est la jeunesse qui est devant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de phénomènes aujourd'hui qui interpellent la jeunesse africaine. Je pense qu'il est important aussi pour nos chefs d'État, mais également pour nous jeunes, de voir ces différents phénomènes-là qui nous interpellent et de voir quel est le rôle, quelle est la place de la jeunesse, mais également quel est le rôle de nos dirigeants face à ces phénomènes-là. Et vous l'avez dit, ces phénomènes sont là, mais dès qu'on parle de démographie, on a tendance également à penser au chômage, qui est peut-être une conséquence directe, si on peut le considérer ainsi. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat est en tout cas
une manière de faire face à ce chômage-là qui gagne du terrain en Afrique. Oui, le chômage gagne du terrain, Ablaye, c'est vrai, mais bon, si on considère, ou bien si on ramène tout le problème confronté par la jeunesse africaine aujourd'hui au chômage, je pense qu'on va faire une très grosse erreur. Parce que je pense que avoir un travail, pour moi, c'est dans le cours normal des choses, hein, mais il y a des préalables. Donc, il y a des préalables. Je pense qu'il faut insister sur les questions d'éducation. On y reviendra certainement, de la formation, mais également sur les questions d'engagement citoyen, sur les questions de civisme. Mais aujourd'hui, toutes les politiques prises par nos États en faveur donc de l'emploi des jeunes ont pratiquement échoué. Parce qu'ils se sont focalisés tout juste sur les questions d'emploi des jeunes. C'est pourquoi ils ont mis beaucoup d'argent, mais sans pour autant prendre en charge des paramètres, en tout cas, qui accompagnent ce processus-là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est une solution. Si on sait qu'on est dans un continent où tout est à construire, il y a énormément d'opportunités qui existent, mais qui jusqu'à présent ne sont pas exploitées. Je donne un exemple. Dans le plan Sénégal émergent, il y a 28 projets à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui sont en train de mettre en œuvre ces projets-là? C'est des multinationales, c'est des entreprises qui sont soit en Europe, basées en Europe ou bien en Asie, aux États-Unis, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important en tout cas d'encadrer cette énergie-là de la jeunesse africaine, donc d'orienter la formation à nos propres besoins pour que ces jeunes-là puissent quand même bâtir cette Afrique. Et la formation est donc problématique au niveau du continent. La formation, les compétences qu'il faut aux jeunes posent problème. Oui, évidemment, parce que bon, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup, les écoles de formation pullulent à Dakar, il y en a énormément, mais qu'est-ce qu'elles proposent en termes de formation? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui bouge. En même temps, dans un continent globalement, qui bouge, il y a des mutations sur les questions économiques, sur les questions sociales, mais également sur les questions donc, liées aux infrastructures. Je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait mieux à orienter la jeunesse donc, dans cette direction-là. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles sur les questions de finances, de banques, assurances, etc., d'autres écoles qui évoluent sur des questions d'entrepreneuriat, etc. Moi, je pense qu'il faudra quand même identifier les problèmes, les besoins de l'Afrique, les besoins du Sénégal. Et à partir de ce moment, essayer donc de cadrer la formation qui est offerte aux jeunes dans ce cadre-là. Donc, Président, si je comprends bien, l'offre de formation n'est pas adéquate par rapport à la demande. Évidemment. Merci. Donc, Président, il y a une invitation qu'on tient de Kennedy qui demandait de ne pas se demander ce que notre pays peut faire pour nous, mais ce qu'on peut faire pour notre pays. Oui. Une invitation pour l'engagement citoyen, l'engagement citoyen en Afrique, avec les jeunes notamment. Comment vous l'analysez aujourd'hui? Oui, je pense que cet engagement a toujours été là, parce que bon, dans la charte africaine de la jeunesse même, dans le préambule, les présidents ont reconnu quand même l'engagement de la jeunesse africaine pour la décolonisation, pour la lutte contre l'apartheid, pour d'autres combats, en tout cas pour libérer l'Afrique. Même pour la négritude, c'était des jeunes qui l'incarnaient, qui portaient le combat donc, pour vraiment la libération de l'Afrique. Mais je pense qu'aujourd'hui, le monde évolue. On est dans un monde qui évolue et que donc il est important en tout cas d'engager davantage la jeunesse. En 1986 déjà, Amadou Hampâté-Bâ avait écrit une lettre à la jeunesse africaine. Mais c'est une lettre qui est tellement actuelle aujourd'hui qu'il est important en tout cas de faire lire cette lettre-là à cette jeunesse-là. Il y a un bout de phrase qui m'intéresse quand il disait que jeunes gens, soyez au service de la vie. Ah oui, parce que tout simplement, l'Afrique que nous voulons, cette Afrique-là dont nous avons rêvé donc, il y a beaucoup d'années, c'est la jeunesse africaine qui doit la construire. Et je pense que cette construction passe d'abord par l'engagement citoyen donc, de la jeunesse africaine donc, pour bâtir cette Afrique. C'est pourquoi il est important en tout cas de mieux faire connaître à cette jeunesse l'histoire de l'Afrique, qui nous sommes, parce que c'est important. Et d'ailleurs, cela passe par l'éducation.
C'est pourquoi la réforme de l'éducation vraiment est importante. Quand on voit dans les curricula, dans les écoles, par rapport à l'histoire même que nous enseignons aux élèves, en général, c'est l'histoire des autres pays. Hein, et je pense qu'il est important aujourd'hui de faire connaître donc, à cette jeunesse africaine-là l'histoire de l'Afrique. J'ai entendu une fois le président Alpha Condé, qui était président de l'Union africaine, dire que la jeunesse africaine ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Et il a raison de le dire parce que bon, la plus grande bibliothèque de l'Afrique, du monde, je voulais dire, donc, se trouvait en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de la charte de Kourkan Fouga, mais ça date donc des siècles, et c'était ici en Afrique pour dire que l'Afrique a une belle histoire, mais qui malheureusement qui est ignorée par sa jeunesse. Président, on le sait également, il y a toujours dans cet engagement citoyen-là, il y a la politique qui est là, l'engagement des jeunes en politique. Est-ce que vous pensez que les jeunes Africains actuellement sont actifs, en tout cas sont actifs au niveau des instances de prise de décision? Je crois qu'il y a une évolution quand même, mais c'est une évolution qui est un peu timide, vu le poids démographique de la jeunesse africaine. Je pense qu'aujourd'hui, il est important en tout cas de créer des espaces pour ces jeunes-là. Vous savez, nous, en Afrique, on a un peu une gestion paternaliste du pouvoir. Donc, ce sont les plus âgés qui ont beaucoup plus d'expérience. Déjà, en Afrique, au Sénégal, je veux dire, un jeune ne peut pas être président de la République. Parce que pour être président de la République, il faut être âgé au moins de 35 ans. C'est problématique. C'est problématique déjà. Donc, on dit que vous, les jeunes, attendez, donc prenez le temps de grandir, donc pendant que les aînés puissent quand même gérer. Pour être député, il faut avoir 25 ans. On peut avoir 18 ans et avoir les facultés de siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi limiter donc, la jeunesse? Je pense que déjà là, c'est problématique. Mais il faut quand même que la jeunesse, moi je pense qu'à ce niveau, il y a un rôle important à jouer par la jeunesse africaine pour pouvoir quand même intégrer ces sphères de décision-là. Parce que c'est important pour elle et pour notre continent, pour nos pays aussi. Parce qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on est dans un monde qui est en mutation et qui évolue très rapidement avec les technologies. Et ça, c'est approprié par la jeunesse. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse même qui est à même de proposer des solutions innovantes face aux problèmes auxquels donc, nos États, notre continent donc, sont confrontés. Donc je pense qu'il est important pour la jeunesse de se hisser à ce niveau-là, de ne pas accepter d'être derrière de soi-disant responsables, parce que c'est la tendance. Donc souvent, les jeunes sont parqués dans les permanences des partis politiques et ils attendent une nomination. De jeunes voilà, c'est ça. Des combats que les aînés ne veulent pas porter pour protéger leur image, ils les font porter à la jeunesse. Et aujourd'hui, nous le voyons à travers les réseaux sociaux et un peu partout dans nos médias. Et je pense que ce n'est pas ce rôle-là que la jeunesse africaine mérite. Je pense que la jeunesse africaine mérite vraiment d'intégrer ces sphères de décision-là pour apporter vraiment des solutions nouvelles pour l'Afrique que nous voulons. Je rappelle que nous sommes avec le président Ahmed Gueye, qui est le président du conseil départemental de la jeunesse de Pékin. Mais président, mis à part ces défis qu'on vient d'évoquer, il y a également d'autres défis que nous partageons avec d'autres jeunes qui sont dans le monde. On parle des objectifs du développement durable, on parle des problèmes liés à la pauvreté. Quels doivent être l'apport, en tout cas, de la jeunesse africaine notamment, par rapport à ces questions? Oui, je pense que la première étape, c'est d'abord que la jeunesse puisse quand même s'approprier ces agendas-là. Parce que ce sont ces agendas qui définissent en tout cas l'avenir de ce monde, le monde que nous voulons. Et je pense que dans l'élaboration de l'agenda 2030, les ODD, il y avait des consultations au niveau national. Moi-même, en tant que jeune, j'avais eu la chance donc, de participer dans ce processus. Parce que c'était un processus inclusif. Il s'agissait pour chaque État de définir donc, les priorités donc, nationales et de voir donc, au niveau africain comment nous pouvons en tout cas mettre en commun ces priorités-là pour avoir un document, une position commune pour l'Afrique, donc à défendre au niveau des Nations Unies. Donc ça a suivi un processus vraiment et une démarche inclusive
Et je pense qu'à ce niveau, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne connaissent pas véritablement, ou bien ne s'approprient pas donc ces agendas. Je pense que c'est important parce que c'est une sorte de tableau de bord donc, qui retrace un peu les difficultés auxquelles le monde est confronté. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, dans ce monde-là, a beaucoup plus de défis à relever. Et ces défis-là, je le disais tout à l'heure, on a beaucoup confiance à cette jeunesse africaine-là, donc pour pouvoir relever ces défis-là. C'est pourquoi je pense que la première étape, c'est d'abord de s'approprier ces objectifs. L'autre aspect, c'est vraiment d'engager la jeunesse à travers donc, des actions citoyennes à mettre en œuvre des objectifs au niveau de nos communautés. Parce qu'on peut avoir des politiques au niveau national et international. Mais si ces politiques-là ne sont pas appliquées au niveau local, donc on n'aura pas l'impact, en tout cas, qui est visé par rapport donc, à ces objectifs-là. Je pense qu'à ce niveau-là, la communauté a un rôle important à jouer à ce niveau. Et les jeunes qui véritablement représentent un poids important dans cette communauté-là, donc doivent davantage donc, mener des initiatives pour un peu soulager les populations. J'ai également évoqué la problématique de la pauvreté. On le sait, pour les pays du Sud notamment, il y a énormément de défis liés à cette pauvreté-là. Quel doit être l'apport des jeunes? Oui, l'apport des jeunes, d'abord, je pense que la jeunesse peut se positionner. Tout à l'heure, on parlait d'entrepreneuriat. Mais quand on parle d'entrepreneuriat en Afrique, souvent, on croit que c'est dans le milieu tertiaire, dans les affaires, qu'on doit vraiment investir. Mais je pense que le secteur primaire en Afrique regorge d'énormes potentialités. Et quand je parle du secteur primaire, c'est l'agriculture. Parce qu'il y a des défis. D'abord, c'est le défi de sécurisation de nos terres, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, les terres sont bradées. Ce sont les étrangers qui viennent aujourd'hui pour prendre nos terres, parce que tout simplement, ces terres ne sont pas exploitées. Donc, toute la jeunesse est regroupée dans les grandes villes. Donc, je pense que, ne serait-ce que pour la sécurisation des terres, il faut que la jeunesse s'investisse à ce niveau. Deuxième chose, c'est les questions de sécurité alimentaire. Je pense que l'Afrique doit nourrir l'Afrique. Et pour que l'Afrique puisse nourrir l'Afrique, il faut que d'abord le secteur de l'agriculture soit développé. Et je pense que c'est la jeunesse qui a la force, c'est la jeunesse qui aujourd'hui a des solutions innovantes. Je pense que la jeunesse peut se positionner à ce niveau-là, mais également la transformation de nos produits. Parce que souvent, on a ce problème-là, des produits qui sont cultivés ici en Afrique et qui sont pris là à l'état brut et exploités ailleurs pour revenir nous les vendre à des prix qui véritablement sont excessivement chers. Je pense qu'aujourd'hui, sur cette chaîne de valeur-là, la jeunesse peut se positionner pour apporter des réponses vraiment concrètes donc, face à ce défi donc, de la pauvreté qui englobe également les questions de chômage, de sécurité alimentaire, mais également de protection de notre foncier. Président, le conseil départemental de la jeunesse où vous êtes président, on voit également mettre des actions de ce genre, des formations sur la transformation des produits locaux, également des entreprises peut-être sociales. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces actions? Oui, parce que nous avons pensé qu'aujourd'hui, rien que si on prend Pékin, on a deux marchés qui ont une dimension sous-régionale. Je pense au marché syndicat aujourd'hui qui vraiment tous les fruits, en tout cas, sont vendus dans ce marché-là. Donc il n'y a pas de processus de transformation de ces fruits-là pour donner un peu de la valeur ajoutée et par la même occasion aussi impacter sur le prix de ces produits. Je pense aussi au marché de Thiaroye avec les légumes, mais il n'y a aucune initiative de la jeunesse de Pékin dans ce sens-là pour ne serait-ce que transformer, donner de la valeur à ces produits-là pour pouvoir donc les vendre à des prix beaucoup plus élevés. Donc c'est pourquoi nous, on a pensé quand même à renforcer les capacités des jeunes dans cette perspective-là, à transformer ces produits locaux-là, donc pour pouvoir en tout cas assurer déjà, parce qu'en période par exemple de mangue, d'orange, on voit que beaucoup de produits pourrissent. Donc je pense qu'il est important en ce moment-là qu'il y ait des unités en tout cas
qui vont permettre de transformer et de pouvoir conserver ces produits-là. Et ça va générer des emplois naturellement parce que ce sont des jeunes qui vont gérer cette chaîne-là, de la transformation, mais également de la commercialisation de ces produits. Donc c'est pourquoi nous avons mis en place un groupe. D'abord, on a commencé avec des jeunes filles qui sont déscolarisées parce qu'il y a peu de programmes qui s'intéressent à ces jeunes filles-là. Donc pour les constituer en groupement d'intérêt économique, déjà elles ont subi la formation. La semaine dernière, elles ont mis en place donc un GIE au niveau du département de Pikine pour pouvoir donc évoluer sur les questions de transformation des produits locaux. Voilà. Merci Président. Donc, mais au-delà de ces problèmes également, il y a les nouvelles technologies et on le sait, tous ces bouleversements avec lesquels elles sont venues. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur peut-être l'apport que les jeunes pourraient avoir, notamment avec l'innovation, mais également les vigilances qu'il faudrait par rapport à l'utilisation surtout de ces technologies-là? Oui, je pense que sur les questions d'innovation, d'abord, la jeunesse a fait ses preuves durant la période de la Covid-19, parce que la jeunesse a proposé des solutions innovantes à travers les visières pour protéger le personnel de santé, à travers donc des dispositifs de lavage de mains. Donc, et tout ça, la jeunesse vraiment africaine et la jeunesse sénégalaise a proposé en tout cas des solutions dans cette perspective. C'est pour dire que donc il y a un potentiel qui est là, mais malheureusement un potentiel qui n'est pas encadré par nos gouvernants. Aujourd'hui, on n'a pas assez investi dans cette jeunesse-là pour pouvoir canaliser, pour pouvoir tirer profit vraiment de ce potentiel-là qui existe en termes de technologie, en termes d'innovation. Et c'est vraiment dommage parce que dans d'autres pays, quand des jeunes font des innovations, ils sont accompagnés par soit l'État ou bien le secteur privé. Mais ici, ce n'est pas le cas. On les montre à la télé pour dire que tel jeune a fait telle innovation, mais ça s'arrête là. Donc il n'y a pas en tout cas de mesures d'accompagnement pour permettre à ce jeune-là de développer son innovation. L'autre aspect, c'est par rapport vraiment à la fréquentation des jeunes donc, sur les réseaux sociaux, parce que bon, c'est leur monde, c'est notre monde actuellement, mais je pense qu'aujourd'hui, les parents doivent être des parents 2.0, comme le disait l'autre. Des parents 2.0. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation évolue avec le monde. Quand tu demandes à ton enfant de rester dans sa chambre avec son smartphone, mais il peut être par la même occasion dans la rue, s'il entre dans Facebook, dans les réseaux sociaux de manière générale. Donc je pense qu'il est important que les parents se forment, que les parents renforcent leur capacité sur l'utilisation donc, de ces technologies-là, pour pouvoir mieux être donc, au niveau de ces jeunes-là, de ces enfants-là, pour mieux en tout cas les encadrer. Parce que ces jeunes ont besoin de cet encadrement-là. Sinon, on va en arriver là où Saint-Cher disait qu'on arrivera à un moment où les jeunes vont former les jeunes. Et nous en sommes là. Mais de quelle formation il s'agit? Si ces jeunes-là qui forment les autres jeunes ne sont pas assez préparés, donc c'est la dérive. Et c'est ce qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux. On voit vraiment beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec nos réalités culturelles, donc avec notre éducation. Donc, Président, on vient de faire le tour pratiquement des problématiques, en tout cas, qui interpellent l'Afrique. Mais êtes-vous optimiste? Pensez-vous que la jeunesse africaine est porteuse de changement? Oui, je suis optimiste parce que, bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même des évolutions, mais ces évolutions se font de manière timide. Mais si on voit aujourd'hui l'engagement de la jeunesse africaine à travers des plateformes au niveau national, régional et international, on voit que vraiment c'est une jeunesse qui est très engagée, qui veut vraiment transformer l'Afrique. On peut dire que c'est une vieille chanson, mais ça commence quand même à être une réalité dans certains pays au niveau de la sous-région. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même renforcer. Et je pense qu'aujourd'hui, nos aînés gagneraient quand même à partager d'expériences avec cette jeunesse-là, à créer des cadres pour un dialogue intergénérationnel pour mieux préparer cette jeunesse-là. Parce que c'est irréversible. C'est la jeunesse
qui va prendre les destins en main. Et ça, c'est dans un futur proche. C'est pourquoi je pense qu'il est important aujourd'hui d'accompagner, d'encadrer, donc de renforcer cette jeunesse-là, comme on l'a dit dans la charte africaine. Quand les chefs d'État disent que la plus grande richesse de l'Afrique, c'est la jeunesse de la population, il faut traduire cela en actes, en investissant davantage dans cette jeunesse-là pour que cette jeunesse puisse assurer la relève. Merci Président, nous sommes au terme de cet entretien, ce fut un grand plaisir. Mais avant ça, vous avez certainement un message pour la jeunesse africaine? Oui, pour le message, donc, c'est un message pour inviter la jeunesse d'être au service de la vie, comme nous l'avait instruit. Moi, je le considère comme une instruction, notre aîné, Amadou Hampâté-Bâ, parce qu'il sait que c'est cette jeunesse-là qui doit construire cette Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que cette jeunesse s'engage davantage donc, pour que l'Afrique que nous voulons puisse voir le jour. Jeunes gens, soyez au service de la vie. C'est le conseil que le président Ahmed Gaye nous livre, tout en se basant sur, bien sûr, cette magique phrase qui se trouve dans la lettre adressée par Amadou Hampâté-Bâ à la jeunesse africaine. Président, c'était un plaisir. À vous aussi, amis téléspectateurs de Amani TV. On vous donne rendez-vous très prochainement sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.